Elle n'avait ni fraîcheur ni éclat, rien qui attire le regard, mais elle lui était offerte. Une nuit fébrile, elle lui avait écrit « Je suis à toi, je te confie ma destinée ». Mais Tatiana est restée seule. Insensible à sa beauté, Eugène Onégine l'a méprisée. Des années plus tard, il la revoit. Cette fois, il est émerveillé. Nuit et jour, elle l'obsède. Il doit la reconquérir. Mais désormais, il est trop tard. Tatiana s'est unie à un autre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, le héros de Pouchkine a perdu Tatiana parce qu'il n'a pas su l'aimer quand elle était à lui. L'État français, lui, a laissé s'échapper des œuvres d'art dont il n'a pas su voir la valeur. Il n'avait ni fraîcheur, ni éclat, rien qui attire le regard. Mais c'était un trésor de l'art gothique, un fragment du jubé de la cathédrale de Chartres. Et c'est un antiquaire qui, en 2002, en fait l'acquisition auprès d'une galerie d'art. Ce fragment, l'État en ignorait l'existence. Il a d'abord souhaité l'acheter, puis découragé par son prix, il l'a revendiqué. Le jubé n'existait déjà plus quand la cathédrale est devenue propriété de l'État. C'est en 1763 qu'il a été démoli. À cette époque, l'art gothique est méprisé, les débris du jubé sont pillés. On vient y puiser des pierres pour réparer ou bâtir des maisons. Mais cet usage profane heurte le droit canon. En principe, c'est en terre sainte que doivent demeurer les décombres d'un édifice sacré, c'est-à-dire dans l'enceinte d'une église. Les débris qui ont échappé au pillage vont donc être recyclés dans la cathédrale, soit comme matériaux de remblai, soit comme simple dallage. Au milieu du 19e, des fouilles sont réalisées. Des centaines de débris du jubé sont alors exhumés. Mais seuls quelques-uns vont retenir l'attention. Ils sont mis de côté et exposés. Les autres sont simplement entassés dans un couloir de la crypte sans même être inventoriés. C'est là qu'ils sont oubliés depuis 1 siècle et demi. Pour revendiquer le fragment acquis par l'antiquaire, l'État prétend qu'il aurait été exhumé lors des fouilles, c'est-à-dire à une époque où la cathédrale appartenait à son domaine public. C'est cette thèse, invérifiable, qui a convaincu les juges du fond de faire droit à son action. Mais elle ne suffit pas à justifier la revendication. Car se pose la question suivante. Le fragment d'un monument appartenant au domaine public peut-il être usucapé par un acquéreur de bonne foi ? Vous y répondrez par l'affirmative. D'abord, parce que le fragment n'appartient pas au domaine public, ce qui autorise son usucapion. Ensuite, parce que même sa domanialité publique ne justifie pas sa revendication. La domanialité publique absente, d'une part, la domanialité publique inopérante, d'autre part. Le fragment d'un monument appartenant à l'État peut être usucapé. Il suffit que ce fragment appartienne à son domaine privé. Non seulement l'origine du fragment du jubé n'implique pas sa domanialité publique, mais le mépris dont il a constamment fait l'objet l'exclut. L'origine du fragment, d'abord, le mépris du fragment, ensuite. C'est un témoin précieux de la sculpture gothique, une pierre sacrée pour l'Église catholique. Mais aux yeux du droit, c'est d'abord un meuble. Tout simplement parce que le fragment d'un monument est mobile. Vous l'avez jugé en assemblée plénière. Immeuble par nature, les fresques décorant les murs d'une église deviennent des meubles du seul fait de leur arrachement. Même solution chez le juge administratif. La démolition de la colonne Vendôme par les communards en 1871 a fait perdre à ces fragments leur caractère immobilier. Pour l'État, peu importe ce changement de nature, en se détachant, le fragment d'un monument du domaine public rejoindrait de façon automatique le domaine public mobilier. La domanialité publique du monument se transmettrait à ces fragments. Mais ce principe n'en est pas un. Parce que la domanialité publique n'est pas un sacrement. Elle ne transforme pas les pierres d'un édifice en pierres sacrées. Rien à voir avec le rituel catholique de consécration d'une église. Pas d'aspersion d'eau bénite, pas d'onction d'huile sainte, pas de bénédiction prononcée par le préfet. C'est un régime d'affectation, un régime purement fonctionnel, qui ne protège pas le bâtiment lui-même, mais son utilité. La domanialité publique n'est rien d'autre que cela.
un dispositif de protection de l'affectation d'un immeuble. Et cette affectation n'exige pas que tout fragment qui provient de l'immeuble soit lui-même protégé. Le bâtiment n'est pas sacré. Chaque jour, des fragments sont extraits de monuments du domaine public, des tuyaux, des morceaux de toiture, des pièces endommagées issues de chantiers de rénovation. Ce ne sont pas des reliques de la sainte domanialité publique. Leur propriétaire peut s'en débarrasser, des tiers peuvent les récupérer. Jamais il n'a été nécessaire de déclasser des gravats. Bien sûr, il arrive qu'un monument soit entièrement démoli. C'est le cas de la colonne Vendôme. Elle n'existe plus qu'à travers ses fragments. S'en approprier un morceau, c'est donc violer l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité attachées au monument lui-même. Mais la cathédrale de Chartres est intacte. Le fragment revendiqué est un morceau de son jubé, un jubé fantôme, supprimé en 1763 par l'Église. Le fragment n'est qu'un débris, exhumé, puis oublié dans une crypte. Son origine n'en fait pas un meuble du domaine public. Et le mépris dont il a constamment fait l'objet suffit à exclure sa domanialité publique. Dans une tribu indienne décrite par Lévi-Strauss, des statuettes de bois sculptées sont vénérées comme des divinités. Mais des statuettes strictement identiques servent de poupées aux enfants. Jouets ou objets sacrés? Comment faire la différence? Le même embarras nous saisit à la lecture de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. L'existence même du domaine public mobilier a longtemps été controversée. Depuis 2006, cet article en donne une définition légale. Font partie du domaine public mobilier les meubles appartenant à une personne publique qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Mais comment faire la différence? À quoi reconnaît-on l'intérêt? Les œuvres des impressionnistes que le Louvre a d'abord refusées, quand leur intérêt artistique est-il né? Et l'intérêt historique d'un outil exposé dans un écomusée? L'intérêt culturel n'est pas une essence que contiendraient les objets. Aux yeux du droit, l'intérêt d'un objet ne peut être que celui qu'on lui a témoigné. Pas de domaine public mobilier sans volonté manifeste de protéger. Ce critère objectif, la jurisprudence l'a toujours respecté. En dehors des archives publiques, qui sont légalement définies, les seuls biens meubles dont la domanialité publique a été admise, ce sont des biens que l'on avait distingués. Qu'est-ce qui permet de retenir au XIXe siècle la domanialité publique d'une lettre de Montaigne ou d'un autographe de Molière? C'est leur intégration dans les collections de la Bibliothèque royale. Et la domanialité publique d'une esquisse de Seurat ou d'un plat en émail n'a été reconnue au XXe siècle que parce qu'un service public avait eu pour mission de les conserver. Pas de domanialité publique, en revanche, pour un tombeau sculpté de l'abbaye de Cîteaux. L'État n'avait jamais manifesté aucune volonté de le protéger. En 1886, son action en revendication est écartée. Les choses inanimées ont-elles une âme? s'est demandé Carbonnier. C'est Diderot qui lui répond: les choses ne sont rien en elles-mêmes. Ce qui les fait ce qu'elles sont, c'est notre âme. Avant de réapparaître entre les mains d'un antiquaire, le fragment n'était rien. Ce n'était pas le fragment à l'aigle que l'on connaît aujourd'hui, mais un débris dans un tas, pas même inventorié. Le problème n'est pas que l'État n'ait pas su le garder, le problème c'est qu'il ne l'a jamais regardé. Car les personnes publiques sont protégées contre leur négligence, mais elles ne le sont pas contre leur indifférence. Un bien qui n'a jamais été aimé peut être usucapé. Mais quand bien même le fragment appartiendrait au domaine public, l'État ne pourrait pas en exiger restitution. Peu importe la domanialité publique du fragment. Elle est inopérante pour justifier l'atteinte portée aux droits de l'acquéreur de bonne foi. Ces droits sont conventionnellement protégés. La revendication de l'État leur porte une atteinte à la fois réelle et excessive. L'atteinte, d'abord, la disproportion, ensuite. Qui a mangé l'oie du roi 100 ans après en rend la plume? La règle n'a pas beaucoup changé.
Pas de pitié pour le possesseur de bonne foi d'un bien du domaine public. La loi de l'imprescriptibilité est implacable, elle exclut toute usucapion. Mais le vieil adage de Loisel ne suffit plus aujourd'hui, car cette rigueur du droit interne, la Cour européenne des droits de l'homme la tempère. Bien sûr, le possesseur d'un bien du domaine public ne peut pas en devenir légalement propriétaire. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé. Mais il n'en mérite pas moins protection. Et cette protection peut faire obstacle à une revendication. Car chacun a droit au respect de ses biens. Ce droit fondamental est garanti par l'article 1er du protocole additionnel numéro 1. Pas seulement le respect des biens légalement acquis, mais aussi des biens dont on a concrètement joui, les biens dont on a de bonne foi cru être propriétaire. Pour la Cour de Strasbourg, cette simple croyance légitime fait naître un intérêt substantiel, et cet intérêt est protégé comme un bien. Peu importe le caractère illégal de l'appropriation, peu importe la domanialité publique du bien, si celui qui le possédait était de bonne foi, s'il s'est légitimement cru propriétaire, si l'administration l'a conforté, cette possession fait naître un bien. Revendiquer, c'est porter atteinte au droit de propriété sur ce bien. La Cour de Strasbourg l'a jugé, le Conseil d'État également. Le pleuron du XVe siècle, qui ornait le tombeau de Philippe le Hardi, appartient au domaine public. Nul ne pouvait se l'approprier. L'État l'a revendiqué. Mais le Conseil d'État a reconnu l'atteinte au droit de propriété de ceux qui l'ont restitué. Il a estimé cette atteinte justifiée, mais il a reconnu sa réalité. Quand l'antiquaire l'a acheté, le fragment n'était rien. Pour la galerie d'art qui le vendait, c'était un bas-relief italien. L'État ne le connaissait pas. C'est le travail de l'antiquaire, révélant son origine, qui lui a restitué sa valeur. L'État veut qu'il lui soit rendu, sans aucune indemnité. Il oublie que pendant 4 ans, il a toujours manifesté sa volonté de l'acheter. Jamais il n'a contesté la propriété de l'antiquaire. L'antiquaire a donc un bien, et vous ne pouvez l'en priver sans vérifier que cette atteinte à son droit de propriété n'est pas disproportionnée. Au XVIIIe siècle, ce ne sont pas des pillages que pensaient commettre les armées révolutionnaires françaises à travers l'Europe. Les œuvres d'art, emportées par milliers, l'étaient uniquement pour être protégées. Quelle meilleure protection pouvait-on leur offrir que la France ? Sur le char qui conduisait à Paris les chevaux de Saint-Marc, arrachés à Venise, une banderole flottait. Ils sont enfin sur une terre libre. Aujourd'hui, le but poursuivi par l'État est le même, la protection du fragment. Mais le fragment du Jubé n'est pas menacé par son appropriation privée. Aucun risque qu'il subisse le sort des ruines du palais des Tuileries, débitées en presse-papier que le Figaro offrait à ses abonnés. Car ce n'est pas la propriété publique qui assure la protection des biens culturels de la nation. C'est le Code du patrimoine. Et ces dispositions protectrices s'appliquent aussi aux propriétaires privés. La sauvegarde du patrimoine met à leur charge des servitudes, interdiction de sortir un bien du territoire national, information préalable de l'administration avant toute aliénation, ou encore droit de préemption de l'État à certaines ventes. Entre les mains d'une personne privée, le fragment du Jubé est suffisamment protégé. La chance de ce fragment, c'est d'ailleurs précisément d'avoir échappé à l'État. Pour qu'il devienne un trésor, il a fallu qu'un antiquaire s'en saisisse. Si l'État ne l'avait pas perdu, il serait encore dans son tas, attendant qu'un hypothétique stagiaire veuille bien s'y intéresser. L'État n'a pas les moyens de tout conserver. Et si le fragment l'intéresse, il a la possibilité de l'acheter. Inutile, la revendication est disproportionnée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, une œuvre d'art n'est vivante que lorsqu'elle nous habite.
le musée imaginaire qu'avait conçu Malraux, ce musée dont les œuvres ne meurent pas, c'est d'abord le musée de notre imaginaire. Délivré de la crypte, libéré de sa pesanteur d'objet, le fragment du jubé nous a été restitué. On en connaît désormais l'image. Il a rejoint notre héritage. Connu de tous, son aigle sculpté est ressuscité. Le fragment est déjà sauvé. Vous casserez.